Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Mr. A. Rao et si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Regardez cette vidéo sur la CI, n'hésitez pas de vous abonner et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Alors on l'a dit, quand on a dit qu'on ne pouvait pas faire la révision de la liste électorale avant l'élection du président de la République, on nous a dit que nous avions violé l'article 6. Tout le monde s'abreuve de l'article 6. Mais que dit l'article 6 pour ce qui concerne cette partie? Le dernier alinéa de l'article 6 dit ceci. La liste électorale est tenue annuellement à jour par la commission en charge des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Ce qui motive une révision, ce n'est pas une élection. Ce qui motive une révision, ce sont les mutations intervenues dans le corps électoral. Et au titre de ces mutations, nous avons le changement des lieux de vote, l'actualisation des données personnelles, les décès, les radiations et les inscriptions. Voilà les mutations qui interviennent dans le corps électoral. Mais, si la loi impose à la commission électorale d'organiser chaque année une révision, mais la loi dit, à travers l'article 11, que la période d'établissement de la liste électorale ainsi que ses modalités pratiques sont déterminées par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition de la CEI. Donc c'est la CEI qui lui dit, voilà la période au cours de laquelle je peux faire la révision. Et c'est la même chose que nous avons dit aux partis politiques. Nous allons faire la révision. On ne peut pas la faire avant l'élection du président de la République à cause des contraintes matérielles et les contraintes légales, constitutionnelles. Mais on pourra la faire après l'élection du président de la République. Voilà ce que nous avons dit. Pour nous, nous pensons qu'il n'y a pas violation de la loi et il n'y a point de malice là-dedans. Au-delà de ces raisons objectives qui fondent l'impossibilité d'organiser maintenant une nouvelle révision de la liste électorale ou d'ouvrir une nouvelle période d'enrôlement qui viendrait se greffer à celle qui est en cours, la CEI voudrait également attirer votre attention sur le manque de cohérence et de bonne foi de certains de nos acteurs politiques. De fait, le chronogramme des activités aujourd'hui exécutées par la Commission n'est pas à l'origine inconnu des partis et groupements politiques. Il leur a été communiqué dès le départ et a été modifié à leur demande. Quand ils font des recommandations et qu'on ne peut pas les tenir par leurs faits, ensemble nous modifions. La première fois, on a dit qu'on devait faire la révision de la liste électorale en juillet. Ils ont dit qu'en juillet, il pleuvait et qu'ils n'avaient pas eu le temps suffisant d'informer leurs militants ou la population. On a donc décidé d'aller en septembre. En septembre, ils ont dit que c'était la rentrée. Nous avons prié tout à l'heure sous l'onction de Dieu. Ce que je suis en train de dire est vérifiable. Ils ont dit que c'était la rentrée et qu'ils souhaiteraient qu'on aille en octobre. Dans une année, il y a quand même 12 mois. On ne pouvait pas aller au-delà et on s'est accordé sur octobre. Et même octobre, ils ont demandé une prorogation, ce que nous avons accordé. Dans les échanges, je vais vous donner de plus amples explications pour voir tout l'effort que nous avons fait. Alors, ces éléments qui précèdent montrent clairement que la décision de faire une seule révision avant l'élection présidentielle était connue de tous et acceptée de tous, y compris des principales forces de l'opposition qui aujourd'hui semblent faire preuve d'intransigeance dans leurs réclamations. Mais nous, on tient compte des engagements que nous avons pris avec eux. Alors, de la question de l'audit de la liste électorale. Vous savez, l'audit de la liste électorale, c'est l'autre revendication de l'opposition. Une vieille revendication en réalité qui remonte au moins à 2020. Le nom dit de cette revendication semble être la remise en cause de la liste électorale établie en 2008-2009 pour les élections de sortie de crise
puisque l'argument qui sous-tend l'audit est la présence de 2 à 3 millions de non-nationaux sur la liste électorale dont la présence remonterait à cette époque. Mais il est bon que nous fassions un peu la genèse de la liste électorale. On parle tous de cette liste électorale, mais personne, bon nombre d'entre nos frères ne savent pas l'origine de la liste électorale. Lorsque, après l'élection de 2000, il y a eu la crise qui a entraîné la partition de notre pays en deux, tous se sont accordés pour dire que ce qui avait justifié cela, c'était une crise identitaire. Il fallait remettre à plat la liste électorale. C'est ce qu'on appelait la refonte de la liste électorale. De Pretoria, de Makoussi à Ouagadougou en passant par Pretoria, tous se sont accordés pour refondre la liste électorale. Et pour ce faire, en accord avec tous les partis politiques, 5 entités avaient été chargées de procéder à cette refonte. Il s'agit de la Commission électorale indépendante, de l'Office national de l'identification, on appelait, comme on appelle ONI, ça s'appelait ONI en son temps, et puis l'INS, l'Institut national des statistiques, et puis il y avait SAGEM Security, et puis il y avait enfin la CNSI, la Commission nationale de supervision de l'identification. Voilà les 5 entités qui avaient été choisies par les partis politiques et tous les acteurs prenants du processus pour procéder à la révision. Et ça se passait en 2008-2009. Et cette opération a été qualifiée d'opération spéciale parce qu'elle couplait l'identification de la population qui allait aboutir à la délivrance des cartes nationales d'identité et au recensement électoral qui allait aboutir à l'inscription des citoyens sur la liste électorale et aboutir à la délivrance des cartes d'électeurs. Alors, une circulaire signée des mains du Premier ministre d'alors, rendant compte des rapports ou des recommandations faites par les partis politiques, a donc été signée. Au titre de cette circulaire, il est dit ceci. Ceux qui devaient venir se faire enrôler, plusieurs catégories avaient été identifiées. Ceux qui sont nés entre le 1er avril 1990 au 31 mars 1992, pour se faire enrôler, devaient produire 2 pièces. Le certificat de nationalité et puis un extrait d'acte de naissance. Mais ceux qui étaient nés avant 1990, ceux-ci devaient produire simplement un extrait d'acte de naissance. Et ceux qui étaient nés à l'étranger devaient faire la preuve de l'extrait d'acte de naissance établi par les autorités consulaires de l'étranger. Et ceux qui avaient été naturalisés devaient produire, comme on appelle, le décret de naturalisation ou tout document l'attestant. Et le 5.4 de cette circulaire précisait ceci, que les pétitionnaires, c'est comme ça qu'on les appelait, les pétitionnaires qui ignoraient la date de naissance de leurs parents ainsi que le lieu de naissance devaient être acceptés. Mais il était indiqué qu'en face du lieu de naissance, on devait mettre inconnu et à la date de naissance, on devait mettre le 1er janvier 1850. J'ai proposé à ce que vous soyez tous détenteurs de tous ces documents, afin que nul n'en ignore, pour que vous puissiez vous faire votre propre religion. Ce que nous sommes en train de dire, et je l'ai dit à la commission électorale indépendante, nous allons rencontrer les hommes de Dieu pour leur donner notre part de vérité. Mais à l'appui de ces propos, je donne tous les documents qui encadrent les propos que nous tenons. À eux de se faire leur opinion. Donc, c'est sur la base de ces circulaires que les personnes ont été enrôlées. Mais mieux, c'est qu'au sortir de cette collecte des données,
les données devaient être confrontées à ce qu'on appelle les fichiers historiques de tout ce qui a existé en Côte d'Ivoire comme registre. Et ces registres étaient au nombre de 12. Ensemble, nous allons les énumérer. Le recensement général, le recensement électoral de 1990, 1. Le recensement électoral de 1995, 2. Le recensement général de la population de 1998, 3. Le recensement de 2004. Le fichier historique de la SEGRAE. Le fichier de la fonction publique. Le fichier de la CNPS. Le fichier de choses, comme on appelle, de la solde. Le fichier des naturalisés. Le fichier des détenteurs de la carte nationale d'identité verte. Le fichier de l'état civil et enfin le fichier des cartes de séjour concernant les ressortissants de la CEDEAO. Voilà les 12 fichiers qui ont permis de croiser les données qui ont été collectées. Et 2 fichiers, comme on appelle, 2 listes ont été produites, celle qu'on appelait la liste blanche et celle qu'on appelait la liste grise. C'est-à-dire ceux qui semblaient être ivoiriens, mais qui n'étaient pas retrouvés dans le croisement, donc qui allaient faire l'objet de recherches ultérieures. Mesdames et messieurs, voilà ce qui a été fait. Voilà ce qui a été fait. Il se trouve donc que quand vous venez inscrire quelqu'un sur la liste électorale avec un extrait d'acte de naissance, homme de Dieu, est-ce que la filiation des parents est établie sur un extrait d'acte de naissance? Mais il n'y a pas de filiation, il n'y a pas la date de naissance des parents sur les extraits d'acte de naissance. Alors, est-ce qu'on doit s'étonner de trouver des gens qui soient sur la liste électorale sans extrait, sans la filiation des parents? Lorsque vous-même vous acceptez que des gens s'inscrivent sur la liste électorale avec des récépissés des cartes nationales d'identité, est-ce que la filiation des parents se trouve sur le récépissé? Est-ce que le fait que ces personnes soient sur cette liste électorale sans la filiation de leurs parents devait être un fait qui puisse vous étonner? Quand vous finissez de vous accorder sur de telles règles et que ces personnes, au nom de ces règles, s'inscrivent sur la liste électorale, est-ce que vous devez être étonné? La commission électorale ne s'est jamais opposée à un audit. Mais la commission électorale dit quelle est la règle qui va commander à l'audit. On nous dit, mais c'est l'article 3 et l'article 4 qui dit, cet article qui dit, l'article 3 qui dit que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut être ivoirien, il faut avoir 18 ans, il faut jouir de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'incapacité et s'inscrire sur la liste électorale. Mais en 2008, est-ce que c'est cette règle qui a prévalu à l'inscription? Mais pourquoi, pour faire le contrôle, vous appliquez une règle qui n'a pas été appliquée au moment d'inscrire les personnes sur la liste électorale? Et vous voulez que la commission soit responsable de ça? Voilà la réserve que la commission électorale émet. C'est comme si, pour être plus simple, on décide d'organiser un bal. Et on dit pour entrer au bal, il faut être vêtu d'un pantalon, d'une chemise et d'un chapeau. Et puis, on fait rentrer le maximum de personnes remplissant cette condition. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde encore dehors. Les organisateurs viennent dire, bon d'accord, on pourra accepter ceux qui portent le pantalon et une chemise, même s'ils n'ont pas de chapeau. Et sur cette base, vous faites rentrer les personnes. Et en plein bal, vous venez dire, mais on va procéder à un contrôle. On dit, bon d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quelle est la règle du contrôle? Non, pour être au bal, il faut être vêtu d'un pantalon, d'une chemise et d'un chapeau. Alors que vous-même, vous avez autorisé qu'il y ait dans ce bal des personnes qui soient vêtues d'un pantalon et d'une chemise et sans chapeau. Comment on règle ça? Voilà le problème que la commission a avec l'audit. Sinon, on n'a jamais dit qu'on ne faisait pas d'audit, mais c'est dans notre intérêt. Encore que la liste électorale fait l'objet de 3 types de contrôles. Le premier contrôle, il est
administratif, c'est-à-dire celui que la commission fait à la suite des collectes des données par le traitement. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le contrôle populaire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le contentieux. Il permet, conformément à l'article 12, à tout électeur de venir demander ce qu'il veut. Monsieur Tantampion n'est pas ivoirien. Voilà la preuve. Il faut le radier de la liste. Ou monsieur Tantampion est décédé. Voilà la preuve. Il faut le radier de la liste électorale. Ou monsieur Tantampion est indûment inscrit sur la liste électorale. En voici la preuve. Il faut le radier de la liste électorale. Ou encore, monsieur Tantampion remplit les conditions. Il faut le mettre sur la liste électorale. Ou encore, les mentions concernant monsieur Tantampion sont erronées. Voici les éléments qui l'attestent. Il faut l'inscrire sur la liste électorale. Voilà les justificatifs. Mais la loi dit quoi? L'article 12 ainsi que le décret précise très bien que la requête doit être motivée et écrite, accompagnée des pièces justificatives. Alors quand vous envoyez une clé, est-ce qu'une clé, c'est une requête écrite? Et vous envoyez, vous mettez des noms, vous mettez des croix devant les noms des gens sur la liste électorale. Voilà les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être sur la liste électorale. Vous croyez que ça répond à l'article 12? Et on dit aux gens, mais soyons sérieux, il y va de la vie d'une nation. Le pouvoir appartient au peuple et le peuple est représenté par cette liste. Alors si vous voulez en distraire ou en radier des gens, mais il faut que vous ayez la preuve. Vous savez, en son temps, on nous avait dit, paix à son âme, M. Dibi est décédé, mais on l'a trouvé sur la liste électorale. J'ai demandé à mes collaborateurs, appelez-moi le site central, il faut m'enlever M. Dibi. Vous savez combien de Dibi on a trouvé? 17. Portant le même nom. Les photos étant floues, on ne pouvait pas prendre le risque de le radier parce que nous, on ne connaît pas la date de naissance de M. Dibi. On ne connaît pas sa filiation. Seul un acte de l'état civil peut l'attester. Voilà le risque qu'on court de se fier à des simples déclarations. Mais des gens se lèvent le matin parce que détenteurs du pouvoir constitutionnel viennent s'inscrire sur la liste électorale et vous voulez qu'au détour d'une déclaration de personnes dont la foi n'est pas encore établie, de les radier de la liste électorale. Croyez-vous que c'est comme ça que ça se fait? Mais ça peut arriver à tout le monde. Hein. Parce qu'il nous est arrivé nous-mêmes, par erreur matérielle, de radier des personnes par confusion. Mais vous savez, après les actes que nous posons, il y a toujours un dernier contrôle que nous faisons et nous rattrapons. Nous ne disons pas que la liste électorale ne comporte pas d'erreur. Nous n'avons jamais dit cela. Mais nous disons qu'à l'occasion du contrôle, du contentieux, venez nous aider. J'ai un de mes collègues, président de commission d'un pays limitrophe, m'a appelé quand il a suivi un peu les débats. Il m'a demandé, mais qu'est-ce que vous faites dans une affaire de personnes décédées? On impute à la commission électorale maintenant de laisser des personnes décédées sur la liste électorale. Mais nous, on ne détient pas le registre des décès. Et au cours de nos rencontres, les partis politiques ont demandé à ce qu'on fasse le toilettage des listes, de la liste électorale. On a dit qu'à cela ne tienne. On a appelé des techniciens, un cabinet d'experts, à les compulser tous les registres de l'état civil de Côte d'Ivoire, à l'effet de nous remonter tous les décès qui ont été déclarés dans ces registres. 2. Aller dans toutes les familles, autant que faire se peut, même si ça va au-delà de cette révision, pour constater les personnes qui sont décédées par tout moyen, même par preuve testimoniale, c'est-à-dire par témoignage, sous l'autorité des sous-préfets, et puis de saisir les juridictions, à l'effet de constater juridiquement ces décès par un jugement suppléant l'acte de décès qui aurait dû être fait à la suite de la déclaration de décès, pour que nous, on puisse les radier de la liste électorale. Voilà ce que nous faisons. Mais est-ce que vous croyez que c'est le rôle de la CEI? Mais parce que notre objectif, c'est de rendre potable cette liste électorale. Bien que on ait donné l'assurance que les morts ne votaient pas, ils nous ont dit non, il faut que vous les enleviez de la liste électorale. Ce que nous sommes en train de faire. Alors donc, pour ce qui est de l'audit, on n'a jamais dit qu'on ne faisait pas d'audit.
Mais pourquoi elle refuse l'audit? Pourquoi elle refuse l'audit? Mais on ne refuse pas l'audit. Mais déterminons les règles de l'audit. Hier, vous avez accepté et aujourd'hui, vous refusez. Mais il y a des gens, par votre acceptation, qui sont inscrits sur la liste électorale. Et aujourd'hui, vous refusez. Et comment nous on fait? Comment nous on fait? Comment on leur explique que hier, on vous a accepté, mais aujourd'hui, on ne veut plus de vous? Mais ce n'est pas comme ça qu'un État fonctionne. Voilà pourquoi nous disons, sans être opposés à l'audit, qu'ensemble, il faut déterminer les règles et puis on va voir ce qu'il y a de mieux à faire pour ne pas contrarier notre paix si fragile. Honorable guide religieux, voilà donc un peu ce que nous avons souhaité vous dire. Et j'espère que dans les échanges, on pourra approfondir parce qu'il était bon pour nous de vous présenter la commission électorale dans son fonctionnement. Ensuite, de parler de l'impossibilité dans laquelle la commission se trouve d'organiser matériellement la révision avant l'élection du président de la République. Et puis, parler un peu des audits, de l'audit, sans rejeter l'hypothèse d'audit, mais il faut simplement commencer à faire ce que la loi nous impose déjà par le contrôle populaire. Et ensemble, si nous déterminons les règles de l'audit, au vu et au su de la nation, mais on va y procéder. Mais, en catimini, dans la pénombre, la commission électorale ne saurait s'associer à un tel acte. Il faut que ça soit su de tous. Et c'est très important. Parce que la parole donnée doit être respectée. Nous sommes aujourd'hui à la commission électorale indépendante. Il y va de notre responsabilité. C'est vrai. Aujourd'hui, certains se dédisent. Ils prêtent serment. Et quand c'est chaud, ils ne s'en souviennent plus. Mais c'est les règles du jeu. Je vous laisse, hommes de Dieu, à apprécier vous-même ce qui se présente aujourd'hui. Quand vous rentrez à la commission électorale indépendante, vous prêtez serment. Vous êtes membre de la commission électorale indépendante. Au départ, on disait les représentants des partis politiques. Après la dernière modification, on a dit on n'est plus représentant, mais on est des personnalités désignées par les soins des partis politiques. Mais quand vous prêtez serment, vous êtes nommé par décret, vous prêtez serment, mais vous ne relevez plus d'un parti politique. C'est ce que vous-même vous dites. À chaque fois que les partis politiques donnent un mot d'ordre, vous sortez. Vous voyez la difficulté dans laquelle la commission est, et surtout son président. Vous voyez? Est-ce que c'est comme ça que ça doit être fait? Alors l'indépendance, c'est quoi? La commission est indépendante lorsqu'elle accepte ce que les uns et les autres veulent, même si cela contrarie la loi. Moi, je ne crois pas que ce soit ça l'indépendance. J'ai l'impression que la commission électorale qui doit être la solution est devenue le problème. Et ça rejoint Jean-Jacques Rousseau qui disait ceci dans le discours sur l'origine et le fondement des inégalités parmi les hommes. Il disait ceci: en s'accoutumant à ne pas respecter les usages anciens sous prétexte de faire mieux, on introduit des grands mots pour en corriger de moindres. C'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. À un moment donné, on a jugé utile de confier l'organisation des élections à un organe dit indépendant. Et pour assurer cette indépendance, les partis politiques ont désigné leurs représentants en son sein. Mais aujourd'hui, depuis la création 2001 jusqu'à maintenant, à chaque élection, il y a toujours des problèmes. À chaque élection, il y a toujours des problèmes. À la veille de chaque élection, il y a toujours des problèmes. Et vous, les hommes religieux, vous en avez fait les frais, vous aussi. En 2014, la loi a bien voulu désigner les hommes de Dieu au sein de la commission électorale indépendante. Alors que vous avez bien travaillé. En 2015, vous avez organisé les élections en Côte d'Ivoire ici, sans bruit. Vous étiez membre de cette commission en 2015. Je le dis sous le contrôle du chèque et puis de l'abbé Boni Martial qui était également à la commission électorale indépendante. En 2016, ils ont également bien organisé les élections législatives. En 2018, ils ont bien organisé les élections locales. Mais qu'est-ce que c'est, messieurs? Bien que nommés pour 6 ans,
ils ont dit qu'ils n'avaient plus confiance en la commission électorale indépendante. Ils se sont assis, ils ont organisé le 4e dialogue politique, et puis ils ont chassé les hommes politiques. Enfin, je ne vais pas utiliser le terme chasser, mais c'est tout comme. Hein, ils les ont éconduits tranquillement, ils les ont sortis. Les deux postes qui revenaient aux hommes de Dieu ont été changés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que ces hommes de Dieu avaient-ils violé leur serment? Bien sûr que non. Puisque nous tous, on a vu le travail qu'ils ont fait de 2015 jusqu'en 2019. Ils ont même écourté leur mandat au mépris de la loi qui disait qu'ils avaient 6 ans. Ils n'en ont fait que 5. Alors, j'ai été un peu peiné quand j'ai entendu certains hommes de Dieu dire la commission électorale n'inspire pas confiance. J'ai dit, ah, mais j'ai cru qu'on avait été tous logés à la même enseigne. Qu'est-ce que vous aviez fait ces jours-là? Mais rien de grave. Et pourtant, ils ont mis en perte et profit votre présence au sein de la commission électorale indépendante. Hommes de Dieu, ça n'a pas changé. Ce sont les mêmes règles qui continuent et qui s'abattent aujourd'hui sur la commission électorale indépendante. C'est toujours à la veille. En 2015, c'était en 2014. En 2020, c'était en 2019. En 2025, c'était en 2024. C'est toujours à la veille. On utilise la commission électorale comme un bouc émissaire pour exhorter les uns et les autres à aller à la table de la négociation. Mais est-ce que c'est un passage obligé? C'est sur ces propos. Je voudrais vous remercier de votre écoute et espérant que les échanges seront fructueux, je voudrais encore exprimer toute la gratitude de la commission électorale indépendante à l'endroit des hommes de Dieu que vous êtes, vous qui rendez vertueux, vous qui êtes porteurs de vertu. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs, de bien vouloir renouveler vos applaudissements pour monsieur le président de la commission électorale indépendante. Monsieur le président, distingué chef religieux, je l'annonçais tantôt, après l'adresse de monsieur le président, le conducteur indiquait l'ouverture d'une session d'échange avec la très distinguée audience qui est accordée au propos de monsieur le président. Je voudrais donc annoncer l'ouverture de, on va dire, plusieurs listes d'intervenants avec la permission de monsieur le président. Nous ouvrons la première liste constituée de 3 intervenants. Je vous prierai, distingués chefs religieux et intervenants, d'être précis, de bien vouloir vous présenter. D'abord, on va faire un tour des 3 premiers intervenants. Vous allez vous présenter en indiquant votre identité et aussi la confession que vous représentez. Après coup, on vous remettra le micro pour poser vos questions. Je vous prierai pour permettre à un grand maximum d'intervenants de prendre la parole, de vous en tenir à 2 questions chacun au maximum pour la première liste. Voilà. Donc, le micro viendra vers vous dès que vous levez la main. Mesdames et messieurs, la session des échanges est ouverte. Vous êtes invités à prendre la parole si vous le souhaitez en levant la main et en vous présentant avant de poser votre question. Par ici, sur la droite. Merci de vous tenir debout pour que tous les autres distingués invités puissent vous reconnaître. Je suis l'évêque Marshall, secrétaire général de la médiature évangélique de Côte d'Ivoire. Monsieur Joseph Martial. Marshall Goméné. D'accord. Secrétaire général de la médiature évangélique de Côte d'Ivoire. Allez-y directement pour votre question ou vos questions en attendant que d'autres intervenants se décident. Bon. Je voudrais remercier franchement la CEI qui a décidé d'associer ou bien d'informer les guides religieux. Moi, je voulais faire juste un petit constat. Je constate franchement que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin vraiment de Dieu. Pourquoi?
tel que j'observe, on a dit qu'il y avait les hommes de Dieu au départ dans la commission électorale qui ont tellement bien fait leur travail et malheureusement, les politiciens ont retiré les hommes de Dieu. Retirer les hommes de Dieu d'un tel processus, c'est non seulement retirer la sagesse, retirer la justice et retirer beaucoup de choses. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause de tout ça. Et aussi, le constat aussi, c'est que j'aurais vraiment souhaité que lors de la mise en place de cette commission, le président de la commission et tout son bureau viennent voir d'abord les hommes de Dieu pour avoir leur bénédiction avant de commencer le processus. Aujourd'hui, on nous invite parce que nous sommes en face d'un problème, nous sommes à 3 ou 6 mois vraiment des élections, pour qu'on nous écoute ou pour qu'on donne vraiment nos conseils. Je voulais profiter pour dire désormais, il ne faudrait pas que vraiment ça se fasse en Côte d'Ivoire. Quand on met les institutions en place, faites un effort pour associer les hommes de Dieu au départ et aussi dans le processus. Voici ce que je voulais remarquer. Et finalement, ma question, il a donné tout à l'heure un exemple des gens qui doivent porter le chapeau et après, pourquoi ils sont rentrés vraiment dans la salle. Est-ce que on ne peut pas dire, bon, ok, retirer ceux qui n'ont pas de chapeau. Puisque c'est la question des chapeaux qui pose problème. Au départ, on s'est dit, on veut tous ceux qui ont porté un habit blanc avec une chemise, parce que c'était rouge, même bleu, et puis le chapeau. On s'est entendu là-dessus. Après, on constate qu'il y a du monde dehors. On dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas mettre ceux qui, même s'ils n'ont pas de chapeau, qu'ils ont les autres habits, ils peuvent rentrer. Ils rentrent maintenant, après, vous dites non, que bon, vous voyez, tout ça, ça cause problème. Est-ce que ce qui pose problème, on ne peut pas retirer? Deuxième question pour terminer. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi c'est l'opposition qui, à chaque fois, a un problème avec la CEI? Est-ce que c'est un problème de... C'est une crise de confiance? Parce que quand on regarde l'organisation de la CEI, effectivement, ce sont les représentations des partis politiques et peut-être la société civile aussi. Est-ce que c'est une crise de confiance? Qu'est-ce que le RADP aussi? Je constate que dans tout ça, le RADP ne dit pas grande chose. Est-ce qu'ils sont d'accord avec vous? Est-ce qu'ils aiment ce que vous faites? Je vous remercie. Merci pour vos questions. La liste est toujours ouverte pour ceux et celles qui voudraient prendre la parole. Je suis toujours sur votre gauche et ma droite, donc. Je suis le révérend pasteur Zino Griffi Didier, du ministère spirituel des soldats de Dieu de Côte d'Ivoire, église membre du Forum national des confessions religieuses. Je dis merci au président de la CEI pour cette invitation de ce matin. Nous avons quand même compris beaucoup de choses, mais j'ai 2 questions. La première question, l'élection qui va se passer en 2025, c'est notre élection. Comme on le disait à la CAN, c'est notre CAN. Est-ce qu'on ne peut pas repousser la date de cette élection? Puisque beaucoup de choses sont coincées. La CEI a fait beaucoup de choses, l'État a fait beaucoup de choses, et il s'avère qu'on ne s'entend pas. Est-ce qu'on ne peut pas toucher la date des élections? Ma première question. La deuxième question, le président de la CEI a parlé de 6 ans. Je voulais savoir, parce qu'on a appris aussi que le président de la CEI actuel a épuisé ses 6 ans au sein de la CEI. Est-ce que c'est vrai? Ce sont mes 2 préoccupations. Merci. Merci, Révérend Junot. Le dernier intervenant de cette première liste, oui, toujours sur la droite. Je suis M. Lat Mel Joseph, président du Conseil national de l'Église messianique de Côte d'Ivoire. Je remercie Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante de cette heureuse initiative. Cette initiative salvatrice
qui vise, n'est-ce pas, à faire tout pour qu'on évite des tribulations pendant les élections à venir. Le secrétaire général de la conférence disait tout à l'heure, dans sa prière d'introduction, que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Il faudrait donc que cette sagesse habite les uns et les autres qui composent la commission électorale indépendante. Nous, les hommes religieux, notre préoccupation, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire gagne sur tous les plans, surtout la paix, parce qu'elle est appelée pays de paix. Pourquoi donc aujourd'hui il y a cette divergence? Il n'y a pas de sincérité, c'est des intérêts personnels, des intérêts égoïstes qui font que nous connaissons ces tribulations. Tout à l'heure, je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais j'ai noté, j'ai voulu parler de cela, mais il a été le premier, il ne revient pas là-dessus. Sur l'exemple, les métaphores des pantalons, des chemises. Mais pourquoi donc quelqu'un qui accepte qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on ne vienne pas avec des chapeaux, et puis maintenant, au lendemain, il dit, bon, venez avec des chapeaux. C'est de la contradiction. Le monde est fait de contradictions, mais c'est des contradictions qui gâtent la société. Et là aussi, il faut en tenir compte. Et puis, de l'autre côté, on parle aussi de M. Dibi, d'un certain Dibi. Excusez-moi, je ne le connais pas, mais on a donné cet exemple pour dire qu'il y a toujours du flou dans ce que vous faites, dans ce que les gens font. Voyez. Et puis, pourquoi cela? Ma question est de savoir pourquoi vous avez enlevé les hommes religieux qui composaient la première équipe. Mais si les gens ont proposé qu'on les enlève et que vous trouvez que leur présence est utile, insistez aussi et maintenez-la. Parce qu'aujourd'hui, dans ce débat, dans ces échanges-là, si les opposants étaient là et que les hommes religieux aussi étaient là, on allait pouvoir poser des questions à l'opposition. Pourquoi maintenant vous acceptez aujourd'hui et puis demain, il y a changement? Mais actuellement, qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son, on est un peu embêté. S'ils étaient là, on allait poser des questions. Je voudrais donc, enfin je souhaite que si possible, on invite les hommes de Dieu et les membres du conseil de la commission indépendante et les opposants pour qu'on puisse avoir un échange franc. Voilà ce que je voudrais. Merci. Merci, révérend Latte. Monsieur le Président, nous avons donc l'économie des 3 interventions de cette première liste. Bien, merci bien, monsieur le maître des cérémonies. Alors, le premier intervenant dit que pourquoi on ne retirerait pas de la liste ce qui pose problème. Moi, je veux bien, hein? Mais ce n'est pas la règle. Ce n'est pas la règle. Quand vous vous êtes donné une règle et qu'on applique cette règle, il faut saluer ceux qui ont appliqué cette règle. Il y a des gens qui en sont bénéficiaires et il y a des gens qui en sont exclus. C'est comme si, ce que vous êtes en train de dire, je vais vous donner un exemple vous concernant. La loi dit que quand le feu est vert, il faut passer. Quand le feu est rouge, il faut s'arrêter. Vous passez au feu vert, et puis la loi vient de dire, non, on ne passe plus au feu vert. Il faut s'arrêter au feu vert. Tous ceux qui sont passés au feu vert doivent aller en prison. Alors que la règle était que vous passiez au feu vert. Est-ce que vous seriez content qu'on vous mette en prison sur la base de cela? C'est ça la règle. Lorsque la règle vaut, quand vous l'appliquez, elle profite à des gens. C'est ce qu'on appelle le droit acquis. Donc si, sur la base d'une règle, vous donnez un droit à quelqu'un, mais demain vous ne venez pas dire non, 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 c'est vrai, je vous ai donné ce droit, mais je ne vous le donne plus. Mais entre-temps, la vie de la personne en dépend. Alors si les règles devaient être changées de cette façon, la société
ne serait pas stable. C'est cela. Donc, et puis, de toutes les façons, je crois que ce n'est pas l'organe que nous représentons ici qui est habilité à faire les règles. Il est bon qu'on le sache. La commission électorale, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, a pour mission, entre autres, d'élaborer la liste électorale et d'appliquer la loi et non de les faire. Donc la loi, elle est faite par les députés et puis les accords politiques sont faits par les hommes politiques. La commission électorale fonctionne sur ces deux bases, aussi bien les accords politiques que la loi. La preuve en est que le représentant du PDCI, quand il arrivait à la CEI, il n'y avait pas de poste de 4e vice-président. Mais parce que les partis politiques l'avaient décidé ainsi, qu'on lui a créé un poste de vice-président. Mais en plus de cela, comme je l'ai dit tantôt, pour accéder à ce poste, il faut être élu. Lui, il a été nommé au poste de vice-président, ce qui est contraire à la loi, mais accepté par les accords politiques. Donc voilà les règles qui commandent au fonctionnement de la commission. Il y a aussi bien la loi que les accords politiques. C'est de ça qu'il est question. Alors, vous me demandez, est-ce que le RHDP est d'accord? Moi, je ne suis pas juge de ce que les uns et les autres pensent. De toutes les façons, les acteurs politiques, chacun défend sa chapelle. Mais vous n'allez pas me faire juge de ce que les uns et les autres pensent. Ce serait injuste de votre part. Ce n'est pas parce que le RHDP ne dit rien que forcément, nous, on est responsable de cela. Parce que je vois l'insinuation. Mais vous savez, il a été ouvert à tout le monde le droit de venir s'inscrire sur la liste électorale. Une période a été donnée. Les uns et les autres ont battu campagne, exhorté la population à venir s'inscrire sur la liste électorale. Bon, ben voilà, on va aux élections. En fait, les uns et les autres ont l'impression qu'il y a plus de personnes dehors que sur la liste électorale. Ce n'est pas vrai. En réalité, nous sommes aujourd'hui 12 millions 500 au maximum, 13 millions aptes à être inscrits sur la liste électorale. J'ai dit bien 12 500 à 13 maximum à être aptes à être inscrits sur la liste électorale. Et nous sommes presque 9 millions inscrits sur la liste électorale. C'est-à-dire on a 8 700 et quelques qui sont déjà sur la liste électorale. Alors quand quelqu'un vous dit que lui, la clé de son succès se trouve entre les mains de ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, il y a un souci. Hein? C'est ça. Sinon, on n'a jamais dit à quelqu'un de ne pas venir s'inscrire sur la liste électorale. Depuis que nous avons pris les rênes de la commission électorale en 2019 jusqu'à maintenant, on ne cesse d'exhorter la population à venir s'inscrire sur la liste électorale. On en a fait même un point d'honneur à faire de sorte que on a affecté beaucoup de notre budget à la sensibilisation, à la communication. Moi, je me retrouve aujourd'hui sur tous les plateaux télé, tout comme les autres commissaires. Ils sont tous partis en mission à l'heure actuelle. Et nous avons conclu des contrats avec des radios de proximité pour être le relais de la commission électorale auprès de la population, exhortant ainsi celle-ci à venir s'inscrire sur la liste électorale. On le fait. Pendant qu'on le fait, il y a d'autres qui disent le contraire. Bon, voilà. Si vous n'êtes pas parti au champ, ce n'est pas évident que vous ayez les produits du champ. Voilà. Donc, nous ne sommes pas comptables de ce que le RHDP, qu'est-ce que le RHDP dit. Vous aurez certainement l'occasion de les rencontrer. Et puis bon, peut-être qu'à cette occasion, vous allez voir vous-même. Mais sinon, pour nous, à l'heure actuelle, les règles sont celles qui sont contenues dans la loi et dans les accords politiques. Alors, le deuxième intervenant dit, il faut repousser la date de l'élection. Je l'ai dit tantôt que c'est la Constitution qui le dit. C'est la Constitution qui a fixé la date. Moi, je n'ai pas pouvoir de modifier, même un arrêté, à plus forte raison, une Constitution. La Commission n'a pas ce pouvoir. Vous qui êtes les hommes de Dieu, peut-être que par votre entremise, ceci est possible quand vous allez vous approcher des hommes politiques. Mais moi, je vous dis jusqu'à ce que cette date soit, c'est elle qui est là. C'est-à-dire celle du 25 octobre
2025. Alors, vous précisez que le président de la commission électorale a épuisé ses 6 ans. Qui vous l'a dit? Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vérifiées. Commandant, vous allez remettre au monsieur cette loi de 2022 et qui dit ceci. Attendez que je finisse. Il dit ceci, que les fonctions des membres de la commission électorale expirent à la fin de leur mandat. En cas d'élection dans les 12 mois suivant l'expiration de leur mandat, les membres de la commission centrale demeurent en fonction pour l'organisation des 10 élections. C'est ainsi qu'en 2014, les religieux devaient organiser l'élection de 2020. Et certains acteurs politiques, disant qu'ils n'avaient plus confiance dans la personne de la commission électorale indépendante, ont donc demandé en 2019 de mettre fin à leurs fonctions et ils les ont sortis. Sinon, il était question qu'en 2020, dans un cycle, le cycle comporte 2 grandes élections présidentielles, à l'entrée et à la sortie. C'est comme ça que ça se fait. Donc ce n'est pas nous. Donc ceux qui vous ont dit que mon mandat est expiré, j'aurais bien voulu qu'il soit expiré, que je parte. Vous voyez que c'est un peu chaud, hein? Donc vraiment, qui n'est pas content d'aller se reposer un peu? Donc voilà, je vous remets cette loi qui n'est pas mon cru, qui est le cru de l'Assemblée nationale. Alors, le troisième intervenant, M. Ladd, dit, pourquoi vous avez enlevé les hommes de Dieu? Ah, c'est la bonne question. Et vous avez raison de dire qu'on n'aime pas Dieu. Quand nous avons été nommés, l'ensemble des membres de la commission électorale indépendante, j'ai proposé à la commission centrale et accepté que nous écrivions à toutes les confessions religieuses pour venir nous faire une prière. S'il nous arrivait l'envie de tromper la loi, qu'il nous exhorte au bien. Mais certains sont venus, mais d'autres non. Certains ont cru qu'en venant, c'était de prendre fait et cause pour la commission électorale indépendante, parce qu'ils n'étaient pas, en ce moment-là, aisés de parler de la commission électorale dans le sens de la paix. Les partis politiques, à un moment donné, certains partis politiques disaient de ne même pas venir à la commission électorale indépendante. Ils nous ont invités aux Nations Unies. C'est au PNUD que nous sommes partis pour les réunions. Ils ne souhaitaient pas venir à la commission électorale indépendante. On a supporté tout ça. Parce qu'il y va de la paix. Et nous avons invité les hommes de Dieu. Certains ont répondu présent. Je voudrais encore les remercier. Ils ont répondu présent. Ils sont venus. À chaque événement social important dans notre pays, nous invitons toujours les hommes de Dieu. Nous avons eu le carême chrétien et le carême musulman qui étaient concomitants. Nous avons invité l'imam dont le ressort territorial commande qu'il soit présent, tout comme l'homme de Dieu, le catholique, il est venu, ils sont venus. L'abbé qui était à Angré, l'abbé Agnero, et puis l'imam Diakité, parce que nous relevons d'eux. Ils sont tous venus. Ils font à chaque fois, et ce n'est pas nouveau, c'est depuis 2019 ça. À chaque fois qu'il y a des événements heureux, nous nous mettons toujours sous l'onction de Dieu. Mais les sorties de la liste, comme on appelle les sorties de la composition de la commission électorale indépendante, n'est pas notre fait. C'est les accords politiques. Ce sont eux qui ont dit qu'il n'était pas bon que les hommes de Dieu soient au sein de la commission électorale indépendante. Ce n'est pas nous. Il est bon qu'on le sache. Voilà. On aurait bien voulu qu'ils soient là. Et peut-être que ça allait ramollir les ardeurs des uns et des autres. Mais malheureusement, ils n'ont pas voulu. Mais c'est pour cette raison que je suis peiné quand j'entends certains hommes politiques dire « Mais on n'a pas confiance dans la commission électorale, ou bien la commission électorale n'inspire pas confiance. » C'est ça qui me fait de la peine. Parce que je me dis, mais vous-même, vous avez été victime. Qu'est-ce que vous avez fait de mal pour qu'on vous retire de la liste? Mais c'est parce que c'est comme ça qu'ils sont. À un moment donné, ils passent à autre chose. Ils ne voulaient plus avoir
à faire aux hommes de Dieu. Allez, sortez. Et les 2 postes sont revenus à qui? Un à la société civile et un à l'opposition. C'est ça. La société civile était à 5, ils sont revenus à 6. Et les partis de l'opposition étaient à 4, sont revenus à 5. Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas l'œuvre de la commission électorale indépendante. Hein. Voilà. Et ils ont fait modifier la loi. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, moi, de par mon épouse qui est chrétienne, je lis de temps en temps la Bible. Et quand on m'a dit que les hommes de Dieu allaient parler, j'ai dit, ah, ils viendront certainement comme Simon de Cyrène nous soulager de notre fardeau. Mais malheureusement, ils nous ont tapé dessus. La commission électorale, on n'a pas confiance en elle. J'ai dit, ah, mais vous-même vous étiez avec nous. Vous avez vu ce qu'ils vous ont fait. Mais rien n'a changé, c'est la même chose. Ils ont organisé. Peut-être que les gens ne font pas attention, mais quand ils étaient là, ce sont eux qui ont organisé l'élection de 2015. Ce sont eux qui ont organisé les élections législatives de 2016. Ce sont eux qui ont organisé les élections locales de 2018. Est-ce qu'on a entendu du bruit? Ben, certainement que ils n'aiment pas qu'il n'y ait pas de bruit. Alors automatiquement, ils ont convoqué un dialogue politique. Tout le monde est resté en place, sauf les hommes de Dieu. Ils les ont sortis. Voilà. Donc pour nous, on pensait qu'on allait avoir une oreille attentive auprès des hommes de Dieu pour leur dire non, 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 ne dites pas ça de la commission. Nous-mêmes, on était là-bas. Voilà ce que vous nous avez fait. Ben, bon, les choses étant ce qu'elles sont, bon, on n'a pas attendu trop de soutien. C'est pour cette raison que je dis, peut-être que ça n'a pas été répercuté. Mais voilà, c'est la même commission qui est là. Hein. À chaque opération, on fait des modifications. Voilà. Et moi, j'aurais été heureux d'avoir les hommes de Dieu à côté de moi, à côté de la commission. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mais malheureusement, bon, ils ont décidé autrement. Ce n'est pas la commission. La commission n'est que le réceptacle. Voyez-vous, aujourd'hui, on dit, il y a des gens qui sont sans père. Il y a des gens qui violent les dispositions de l'article 7. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que les indications ou l'identification de l'électeur n'est pas suffisante qu'il y a fraude. Je vous ai dit déjà qu'au niveau consensuel, les partis politiques eux-mêmes se sont accordés à mettre ces personnes avec des extraits d'actes de naissance. Mais légalement parlant, parlons-en. Que dit l'article 6? L'article 6 présente la liste électorale. Et il dit ceci. La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est publique et permanente. La liste électorale est tenue à jour par l'organe en charge des élections annuellement pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Et l'article 7 vient dire, la liste électorale contient les éléments d'identification des électeurs, à savoir, et énumère 13 éléments d'identification. Mais les 13 éléments d'identification, c'est pour obéir au principe de l'équité électorale, c'est-à-dire une personne, une voix. En 2008, quand les uns et les autres ont constaté que les données de l'état civil étaient insuffisantes pour identifier, on a inséré ce qu'on appelle la biométrie. Parce qu'on a considéré que la biométrie identifiait suffisamment le citoyen, l'électeur, pour qu'on respecte le principe de l'équité électorale qui est celui d'une personne, une voix. Voilà pourquoi. Quand vous voyez bien la structuration de l'article 7, la biométrie se trouve à la fin, c'est-à-dire les photos et les empreintes digitales. C'est le 11e et le 12e et le 13e élément. Voilà comment ça se présente. Ce n'est pas... Alors, quand on dit, est-ce que le fait qu'une personne n'ait pas sa filiation ou les identifications, ou bien une personne ne soit pas suffisamment identifiée, est-ce que c'est une cause d'irradiation? Mais non. Vous savez, en droit, on dit il n'y a pas de sanction sans test. Quand on sanctionne, c'est qu'il y a un test. En droit, c'est ce que ça signifie. Alors vous allez voir, les conditions d'éligibilité à l'élection présidentielle sont prévues par les dispositions de l'article 48, 49 et suivants.
Et l'article 52 dit ceci, que le dossier de candidature doit être composé des pièces suivantes. Et puis l'article les énumère, extrait de naissance, casier judiciaire, certificat de nationalité, tout ce qu'il y a, une déclaration de choses. Et puis l'article 54 dit ceci, que la déclaration de candidature doit être obligatoirement accompagnée des pièces qui suivent. Et que dit l'article 57? Alors, tous les dossiers de candidature qui ne respectent pas les dispositions ci-dessus mentionnées sont rejetés. Voilà la sanction. Est-ce que l'article 7, là, c'est la même chose qu'on dit? C'est-à-dire que si tu ne respectes pas une règle, la sanction doit être prévue. Est-ce que le fait de ne pas être identifié, il y a une sanction pour ça? La seule sanction qui existe, c'est la rectification à l'occasion du contentieux. Il n'y a pas de sanction sans test. Alors, on nous saisit pour dire, comme telle personne n'a pas de père, comme telle personne n'a pas ci, telle personne n'a pas ça, il faut la radier de la liste électorale. Non, nous on veut bien. Mais venez avec les documents qui nous permettent de dire que la personne, voilà. Alors on dit oui, il y a des gens qui sont centenaires, mais quand vous-même vous acceptez que les gens s'inscrivent et de mettre en face de leur nom les parents de la date de naissance, le 1er janvier 1850 à aujourd'hui, c'est combien d'années? Quand même. Et puis de vous à moi, est-ce que c'est à la CEI qu'on fait les extraits d'actes de naissance? Dans la famille de qui il n'y a pas aujourd'hui ceux qu'on appelle les René Caillé? Les René Caillé? Oui, l'abbé. Les René Caillé, ce sont ceux-là à qui on réduit l'âge. On les appelle les René Caillé. En tout cas, moi, à mon temps, c'est comme ça qu'on les appelait. On va voir l'officier de l'état civil et on dit, il faut réduire son âge. Et l'officier de l'état civil réduit son âge. C'était comme ça que ça se faisait. Mais entre-temps, il a eu un premier extrait d'acte de naissance et il y a un deuxième. Alors, quand ces deux personnes se retrouvent détentrices de ces deux extraits d'acte de naissance, c'est le fait de la commission électorale indépendante. Mais nous, on dit que lorsqu'il y a identification biométrique de la personne, même si la filiation est la même, nous, on a une personne, un électeur. Alors, la liste électorale est le résultat de l'usage irrégulier qu'on fait des actes de l'état civil. Et pourquoi vous voulez prendre la commission électorale responsable de ça? Il y a un acteur politique qui me disait qu'il y avait dans son village une coopérative de femmes, une coopérative de produits vivriers, et qui s'était organisée en coopérative, et qu'il n'y avait qu'une seule qui avait un extrait d'acte de naissance. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle remet son extrait d'acte de naissance à chaque fois aux autres, chaque fois qu'ils veulent faire des courses. Elles étaient 50. Mais sa maman aura combien d'enfants? Mais 50 personnes. Mais vous croyez que ça se limite dans son champ là-bas? Mais ça se limite, ça vient aussi à la commission électorale, si elle se fait enrôler avec cet extrait de naissance. Mais vous voulez mettre tout ça sur le dos de la commission électorale indépendante, alors que vous-même vous savez l'usage que vous faites des actes de l'état civil. Est-ce que ça c'est nouveau? Ensemble, asseyons-nous. Ne cherchons pas à imputer à quelqu'un la responsabilité de vos accords. Asseyons-nous ensemble et puis on trouve les solutions. Mais quand vous voulez rentrer dans la loi, bon, on y va. Mais la loi dit que quand vous voulez demander la radiation de quelqu'un, il faut motiver. Et puis il faut accompagner des pièces justificatives. Vous ne faites pas vous envoyer une clé. Est-ce que c'est ce que la loi dit? Est-ce que la loi est une motivation écrite? La clé est une motivation écrite? Alors autant d'éléments, quand on rejette, on dit voilà, on a décidé de faire ceci, on a décidé, la commission électorale a refusé de nous recevoir. Non. En 2022-2023, quand on vous avait reçu, c'était sans préjudice des procédures normales. C'est-à-dire, parce que la loi dit quoi? Quand vous demandez la radiation de quelqu'un, il faut aller au lieu de son inscription. Quand vous demandez la radiation ou l'inscription de quelqu'un, il faut aller dans la circonscription concernée. C'est ce que la loi dit. Nous, on a accepté de vous recevoir, mais on vous a dit, continuez d'aller de l'autre côté pour qu'ensemble, on voit ce que vous êtes en train de dire, pour vérifier la véracité de ce que vous dites. C'était ce qu'on a dit. Mais ça ne veut pas dire que c'est la règle. Alors on dit oui, on est venu à la CEI et le président de la CEI a refusé. Mais est-ce que c'est à la CEI centrale qu'il faut venir? Il faut aller dans les commissions locales avec une requête écrite, motivée,
accompagné des pièces justificatives. C'est ça qui entraîne la réception de la requête. Ou on respecte la loi ou on ne la respecte pas. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager et surtout vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de tout ce que le président de la CI a dit dans cette vidéo? Les hommes de Dieu, les imams, tous ceux qui étaient rassemblés là-bas, ils ont posé des questions. Mais je dis souvent, les hommes de Dieu, des fois, je ne sais pas s'ils ont peur de dire la vérité à nos dirigeants. Je ne sais pas s'ils ont peur de dire la vérité à nos dirigeants. Waouh! La façon dont les choses se passent, on espère que l'élection sera calme. Il y a trop de tensions. Il y a tellement de tensions. Il y a tellement de tensions. Si on pouvait organiser la révision de la liste électorale pour calmer juste les tensions, si on pouvait autoriser l'inscription de certains candidats, si on pouvait accepter leur candidature, ça pouvait un peu calmer les tensions. Mais multiplier les sorties, essayer de montrer la loi et tout, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Vous savez, les hommes de Dieu sont présents. Je vais dire plutôt les hommes religieux sont présents. Ils sont là, ils ont posé des questions. Mais ça reste encore. Ils peuvent mieux faire et ils doivent mieux faire. Vous savez, à l'approche des élections comme ça, comme c'est eux qui rassemblent beaucoup de monde, donc le gouvernement passe par eux pour passer des messages. Dans des mosquées respectives, dans des églises respectives, ils vont essayer maintenant de passer aussi les messages là. Et toute la Côte d'Ivoire aura le message. C'est comme ça. Sinon, qui considère souvent les hommes de Dieu, les hommes religieux, si ce n'est pas la veille ou bien l'approche des élections, ou bien si ce n'est pas l'approche d'un événement crucial pour le pays? Ouais, depuis là, pourquoi ils n'ont pas rassemblé les hommes religieux? C'est maintenant qu'ils ont vu que c'est bon de les rassembler. La plupart du temps, c'est juste envoyer un message codé et maintenant leur demander après d'aller aussi évangéliser, d'aller aussi convaincre leurs disciples, leurs croyants à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça. By the way, les gars, on est là, on verra bien comment ça va se passer. On est là, on attend Tidiam Thiam, sa candidature, l'acceptation de sa candidature. On attend aussi Laurent Gbagbo, puisque Kone Katiana m'a dit depuis les États-Unis qu'il sera candidat et qu'il va gagner les élections. Je sais pas, hein, peut-être Donald Trump va forcer la main de M. Alassane Ouattara, on ne sait jamais. C'est les États-Unis, hein, les gars. Peut-être il va forcer la main de Alassane Ouattara. La façon dont il insiste, il dit qu'il sera candidat et il va aussi gagner les élections. On verra, les gars. Une fois encore, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager vos avis dans les commentaires. Et on se capte dans une nouvelle vidéo. Bye bye.